La qualification de Bordeaux malgré la courte victoire du Torpedo de Moscou, les Girondins qui restent en lice pour les demi-finales. Des mesures en faveur des chômeurs de longue durée annoncées ce matin en Conseil des ministres. 250 000 personnes devraient prochainement en bénéficier. Il y a 25 ans, les accords d'Évian mettaient fin à la guerre d'Algérie. Ce quart de siècle a-t-il effacé les blessures? Dans ce journal, deux hommes se souviennent, Enrico Macias et Rachid Bari qui seront en direct avec nous. Et puis ce mercredi 18 mars, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Et puis ce nouveau communiqué de l'OJR, l'Organisation de la Justice Révolutionnaire, transmis la nuit dernière au journal Al-Nahar à Beyrouth. Il annonce que l'exécution de Jean-Louis Normandin est reportée d'une semaine. L'OJR qui précise que des délégations françaises devront être dépêchées durant cette semaine pour présenter les éclaircissements nécessaires qui pourront soit faire couler le sang, soit améliorer la situation. Sans commentaire. L'actualité de ce jour, c'est aussi le football avec la rencontre qui opposait tout à l'heure les Girondins de Bordeaux au Torpedo de Moscou. On ne s'est pas fait de cadeau sur le gazon de Tbilissi, un match très dur qui risque fort de laisser des traces chez les Bordelais qui vont néanmoins en demi-finale puisque la courte victoire des Soviétiques ne suffit pas à qualifier le Torpedo. Bordeaux 2, Torpedo 3, mais il y avait le but d'avance des Girondins au match aller. Alors tout de suite les points forts de la rencontre avec Thierry Blanco. Et ça commence par une histoire de pénalty sur cette longue balle. Les Girondins, Zlatko Vujovic, serré par un défenseur soviétique. Sévère, monsieur Galère, l'arbitre suisse, mais pénalty tout de même. Touré transforme pour les Girondins. On joue depuis 38 minutes. Bordeaux mène 1-0. Début de seconde mi-temps, même scénario côté soviétique cette fois. À l'attaque, Chiribenkov, écarté par Zlatko Vujovic toujours. Monsieur Galère, toujours aussi sévère, pénalty en faveur des Soviétiques, transformé par Agatchov, c'est l'égalisation. 10 minutes plus tard, Touré prend la balle dans les pieds de Tchavenko, longue course, un premier tir repoussé par Tcharin, la balle rebondit sur Prigoda, 2-1 en faveur des Girondins. Et dans ce match très dur, les fautes se succèdent, des superbes coups francs tirés par Chiribenkov, Dropsy ne peut rien, 2 buts partout. Un troisième pénalty pour terminer cette rencontre sur cette faute discutable de Touré sur Yuri Savitchev. Monsieur Galère indique sans hésiter le point de pénalty. On revoit la faute. Et ce sera Agatchov qui donne la victoire aux Soviétiques. Torpedo 3, Bordeaux 2. Mais les Girondins sont tout de même qualifiés pour les demi-finales. Il y a aujourd'hui en France plus de 800 000 chômeurs de longue durée. Ce sont des hommes et des femmes qui sont privés de travail depuis plus d'un an. C'est à leur sort que s'intéressait ce matin le Conseil des ministres avec des mesures spécifiques annoncées par Philippe Séguin. 250 000 personnes devraient en bénéficier dès cette année pour un coût de 3 milliards de francs. Il faut maintenant en tout cas faire voter une loi dans ce sens. Alors voici tout de suite les principales de ces mesures qui sont évoquées par Gérard Morin. Première nouveauté, les CRA, les contrats de réinsertion en alternance. Le chômeur est embauché pour au moins 2 ans, il a une formation payée par l'État, il touche le SMIC, l'entreprise ne paye pas de charges sociales pendant 1 an. Deuxième nouveauté, les SRA, les stages de réinsertion en alternance. Pas de contrat de travail, mais 5 mois de stage en entreprise avec 600 heures de formation. Salaire au SMIC, cotisation patronale et formation financée par l'État. Troisième mesure, exonération de 50% des charges sociales pendant 1 an pour les entreprises qui embaucheront des chômeurs longue durée à l'issue d'un stage. Quatrièmement, suppression du délai de carence. Il n'y aura plus de temps mort entre la fin des allocations versées par les ACEDIC et le moment où le chômeur est pris en charge par le régime de solidarité. Toutes ces mesures auront 3 conséquences. Situation moins pénible pour les chômeurs longue durée. Ils reprendront contact avec l'activité économique. Les statistiques du chômage seront un peu dégonflées. 250 000 à 300 000 personnes pourraient être concernées directement en 1987 pour un coût de 3 milliards de francs.
30% des demandeurs d'emploi sont actuellement inscrits depuis plus d'un an à la NPE. Parmi eux, il y a bien sûr des jeunes, mais surtout des chômeurs de 40 à 50 ans qui n'ont guère d'espoir de retrouver du travail. Alors pour quitter l'univers glacé de ces statistiques qui ne disent pas grand-chose sur la vie des hommes, Christophe Martet et Jean-François Chevet ont voulu savoir comment vivaient ces chômeurs, comment ils supportaient cette épreuve. Voici leur reportage. Chaque jour, Michel Richard lit les petites annonces. À 32 ans, il vient déjà de passer plus de 3 ans au chômage. Père de 2 enfants, il n'est plus inscrit depuis longtemps à la NPE. Sa femme ne travaille pas. Il n'a pour seule ressource que les allocations familiales. C'est-à-dire 2005. Par mois. Voilà. Et heureusement que j'ai mon manque qui est derrière. Mais pas toujours. Hein. À 17 ans, Michel a en poche un CAP d'électromécanicien. Après plusieurs années d'activité, il perd son emploi. Commence alors la galère. Il doit quitter son pavillon dont il ne peut plus payer les traites. Maintenant, avec sa famille, il vit dans cette seule pièce d'un foyer du Secours catholique. De temps en temps, Michel réussit à décrocher quelques petits boulots, loin de sa qualification. Que ce soit même balayeur ou n'importe quoi, je vous garantis que même terrassier, parce que je l'ai déjà fait, même manœuvre, je l'ai fait. Et je vous garantis que ça ne me fait pas peur, hein, parce que j'ai 32 ans et ça ne me fait pas peur. Même rares, ces petits boulots aident Michel à échapper à une marginalisation complète. Et puis, il lui reste sa famille. Ma vie quotidienne, de toute façon, elle est normale. Mes enfants, ils ont toujours quelque chose à manger. Moi, j'ai toujours quelque chose à manger. Et mes enfants, ils ont tout ce qu'il faut. C'est important pour vous d'avoir 2 enfants? Oui. J'ai toujours voulu avoir 2 enfants. Et puis, je ne le regrette pas. Ça vous aide? Oui. Et j'aime bien mes enfants. Cette réflexion d'Henri Krasuki, invité de Télématin, le leader de la CGT, voit un petit mieux dans le plan gouvernemental pour les chômeurs de longue durée, mais il met en cause, avec beaucoup de force, vous allez l'entendre, la politique de l'emploi de ce même gouvernement. Monsieur Krasuki, c'était ce matin. Vous vous rendez compte à quelle époque nous vivons? C'est la chasse à l'homme. C'est vrai à la SNCF, où ça a des conséquences pour les gens qui travaillent, pour leurs conditions de travail, parce que c'est plus dur, et aussi pour la qualité du service. Mais j'élargis le propos. Est-ce que vous connaissez un endroit où on n'est pas à la poursuite du moindre bonhomme qu'on pourrait virer? J'y vais comme ça. Hein. Je trouve ça scandaleux quand, à cette époque, où il y a déjà 3,5 millions de chômeurs pratiquement. Et c'est toujours où est-ce qu'il est celui qui est en trop. Vous croyez que c'est une société, ça? Oui, Henri Krasuki qui évoquait, vous l'avez entendu, le problème de la SNCF. Il est vrai ce soir que la direction de la Société nationale confirme une baisse plus importante que prévue des effectifs pour cette année 87. Au total, 10 800 postes seront supprimés. Alors parmi les raisons avancées, il y a bien sûr la baisse d'activité de la SNCF et la modernisation du trafic avant une relance commerciale. Des précisions avec Alain Doubeski et André Germain. Selon la direction de la SNCF, les suppressions d'emplois sont justifiées par la baisse des prévisions 87 des trafics voyageurs et marchandises. Diminution de 5,5 à 6% par rapport aux espoirs de novembre dernier. Une partie de cette perte d'activité serait due aux grèves de décembre, l'autre à une augmentation de la concurrence, transport routier en particulier. Ils ont bénéficié de la baisse des carburants. Or, la direction de la SNCF s'est engagée à retrouver l'équilibre financier en 1989. D'où ces 10 800 suppressions d'emplois. Aucun licenciement n'est prévu pour le personnel statutaire. Il s'agit du non-remplacement des départs à la retraite ou bien d'incitation financière au départ volontaire, surtout dans les secteurs administratifs, les directions nationales ou régionales. CGT et CFDT contestent ces décisions. La CFDT s'y oppose. La CFDT a proposé un projet d'entreprise avec un volet social pour les cheminots, bien sûr. Dans ce cadre-là, il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'action. Il semblerait que la direction n'ait tiré aucune leçon de ce qui s'est passé cet hiver avec le grand mouvement que nous avons connu. Pour retrouver l'équilibre financier, la SNCF mise également sur le développement du trafic TGV. Construction du TGV Atlantique avec ses branches Bretagne et Aquitaine. En prévision des Jeux Olympiques, prolongement jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Enfin, projet de TGV Nord avec raccordement possible vers Amsterdam et Cologne.
Dans l'immédiat, une politique commerciale plus agressive. Par exemple, dès la fin du mois, la SNCF proposera, voyage compris, des billets pour des spectacles, des manifestations sportives ou bien des salons professionnels. La visite de Jacques Chirac dans le Tarn-et-Garonne, c'est la 4e étape de la tournée d'explications entamée par le Premier ministre et qui doit se poursuivre dans les mois qui viennent. Au menu de ce déplacement, le dossier des petites et moyennes entreprises pour aujourd'hui. Jean-Louis Le Senne et Jean Villas suivent pour vous ce déplacement. Pour son 4e voyage d'explication de la politique gouvernementale en province, Jacques Chirac a innové. Il s'est laissé tenter par le mini-bain de foule, il s'est laissé tenter par le mini-meeting politique. En venant inaugurer une école primaire en terre radicale, Jacques Chirac savait bien qu'il ne pourrait éviter la confrontation avec certains instituteurs, ceux qui sont résolument opposés au statut de maître directeur. L'occasion pour le Premier ministre de rappeler qu'à ses yeux, le décret Monory ne spoliait personne, mieux qu'il était gage de cohérence et d'efficacité. Jacques Chirac, déterminé. Je le dis très clairement, nous ne nous laisserons pas détourner de notre route par les réactions que l'on peut enregistrer ici ou là. Réactions qui, croyez-le bien, émanent sans aucun doute d'une minorité. Je respecte naturellement les minorités, mais réactions qui ne me paraissent pas inspirées par le souci de l'efficacité de l'école publique et de l'intérêt même de nos enfants. Les instituteurs n'ont pas désarmé pour autant, ils ont organisé une opération escargot sur la route qui menait le Premier ministre à l'hôtel de ville de Montauban. Là, le maire socialiste a refusé de parler de politique nationale. Dans les mois qui viennent, les occasions ne manqueront pas, a-t-il dit. Jacques Chirac, souriant, n'en pensait pas moins. Progression de la cote de François Mitterrand et léger recul de celle de Jacques Chirac, c'est ce que précise le dernier sondage BVA pour Paris Match. Plus 3 points pour le chef de l'État, moins 1 point pour le Premier ministre. Les suites de l'enquête sur Action Directe, 11 kilos d'explosifs découverts cet après-midi près de la gare Montparnasse à Paris. Ils étaient dissimulés dans le faux plafond des toilettes d'une importante société. Hervé Brosini y est tout de suite allé. Les hommes de la brigade criminelle étaient bien renseignés. Ils sont allés droit au but au 52e étage de cette tour Montparnasse. Dans les toilettes de la société Nickel Imetal, ils ont découvert 5 pains d'explosifs, en tout 11 kilos. Il s'agirait de trottils dissimulés sous un faux plafond. Apparemment, l'endroit s'y prêtait. La police estime aussi que ces explosifs étaient entreposés là depuis très longtemps, vraisemblablement au moins avant le mois de juillet de l'année dernière. Donc il s'agit simplement d'explosifs. C'est une cache. Ce n'étaient pas des explosifs qui étaient destinés à perpétrer un attentat dans la tour, c'était une cache. Une cache qui appartenait à Action Directe, à sa branche lyonnaise plus précisément. C'est Joëlle Crépé, une complice d'André Olivier, le chef de cette branche, qui a donné l'information aux policiers. Crépé et Olivier sont sous les verrous depuis mars 86. Le seul de la bande encore en fuite est Max Frérot, l'artificier du groupe. Aucun doute pour les enquêteurs, les explosifs étaient bien entreposés là depuis longtemps. Toutes les entrées de la tour sont en effet étroitement surveillées depuis septembre 86, date de la dernière vague d'attentats qui a frappé la capitale. Une explosion dans un café de Djibouti fréquenté par des Français. Peu de précision, tout ce que l'on sait, c'est que la terrasse de l'établissement a été complètement ravagée. Il y aurait des morts et de nombreux blessés. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'un attentat, encore que l'hypothèse de l'explosion criminelle soit la plus probable. Tout de suite, le témoignage au téléphone d'un correspondant, d'un journaliste de la télévision locale à Djibouti. Une violente explosion a ravagé en début de soirée un café de la capitale, l'Historie. Les premiers bilans provisoires fait état de 8 morts et 27 blessés. Les circonstances de l'explosion qui a ravagé la terrasse du café demeurent pour l'instant confuses et la police et le service de sécurité ont été déployés aussitôt dans le secteur pour enquêter justement sur l'origine de ce drame. Parmi les victimes, pour l'instant, il y a des Djiboutiens, des Italiens, des Français. Et c'est pas précis, hein, c'est pas tout à fait encore... l'identité des personnes n'a pas encore été. Tout parce que je sais qu'il y a des Français, des Djiboutiens et des Italiens même. Voilà d'autres précisions sur cette explosion tout à l'heure dans le dernier journal avec Hervé Claude. Nouvelle tension autour de la Nouvelle-Calédonie. La nuit dernière, le comité spécial de décolonisation de l'ONU a prié la France d'accélérer le processus d'autodétermination sur le territoire. Une annonce faite en présence du FLNKS qui répète qu'il ne participera pas au référendum prévu pour cet été. Jean-Marie Tchibaou qui s'interroge même sur un éventuel retour de la violence.
Je pense que la violence, elle est institutionnelle à partir du moment où il y a, comme je l'ai toujours dit, conflit de légitimité entre la légitimité du peuple indigène qui revendique son indépendance et la légitimité installée par le drapeau que nous dénonçons. C'est cela la situation de violence. À partir de là, il y a les partisans de l'une et l'autre légitimité. C'est à chacun à être le plus intelligent pour qu'il n'y ait pas de violence. Est-ce que vous avez envie de le rencontrer, M. Pons, pour discuter? Moi, je n'ai rien personnellement contre M. Pons. Je n'ai pas de problème personnel avec M. Pons. Quand vous serez à Paris dans les prochains jours, s'il vous propose de vous recevoir, est-ce que vous irez le voir? Je pense, oui. Je prendrai l'avis de mes amis à Nouméa. Vous l'entendez, la porte du dialogue n'est donc pas fermée. Il était intéressant de connaître la position de Bernard Pons, précisément le ministre des Dom-Tom, sur la décision d'hier donc de l'ONU. Voici sa réaction il y a quelques instants. Ce qui me paraît incohérent dans l'attitude du FLNKS, c'est qu'il demande un référendum, que le gouvernement de Jacques Chirac propose un référendum et qu'ils ne sont pas satisfaits. En définitive, ce qu'ils veulent, c'est un référendum avec seulement des électeurs qui leur soient favorables. Et ça, la Constitution de notre pays ne le permet pas. Il y a en Nouvelle-Calédonie une communauté qui est pluriethnique et tous les membres de cette communauté doivent pouvoir participer à ce référendum d'autodétermination. Alors accepterez-vous de rencontrer les leaders du FLNKS, puisque M. Tchibaou a dit qu'il serait à Paris très prochainement? Nous sommes toujours prêts à recevoir qui demande à être reçu. Nous sommes toujours ouverts pour un dialogue. L'actualité du sida avec deux informations d'importance aujourd'hui. D'abord, il y a ce chercheur, le professeur Zagouri, qui s'est lui-même inoculé un vaccin contre la maladie pour en déterminer les effets secondaires. C'est le premier pas d'une expérience qui pourrait maintenant être étendue à d'autres volontaires. Et puis, il y a aussi cette polémique sur toile de fond judiciaire en Allemagne de l'Ouest. Des hémophiles qui ont contracté le sida lors de transfusions veulent maintenant attaquer les laboratoires qui ont fourni les produits de coagulation utilisés pour les soigner. Une affaire qui, en tout cas, pose bien des questions, là-bas comme ici. Il faut en effet savoir qu'en France, 70% des hémophiles sont séropositifs. Lucie Soboul et Roger Mathurin ont mené l'enquête sur ce problème. En Allemagne, comme dans la plupart des pays, le sang destiné à la transfusion est traité par l'industrie pharmaceutique. Il provient le plus souvent de donneurs rémunérés, soit dans le pays lui-même, soit à l'étranger. Il en va différemment en France. Les dons de sang sont gratuits, ils sont traités par les centres de transfusion sanguine qui fournissent aux hôpitaux le sang et les dérivés du sang nécessaires au traitement des patients, en particulier le facteur 8 qui est un produit coagulant destiné aux hémophiles. En 1984, immédiatement après la découverte du virus du sida, on a constaté que des hémophiles étaient contaminés. On a compris aussitôt que le facteur 8 présentait un risque. On a vite trouvé la parade, le chauffage du facteur 8, afin d'empêcher le virus de survivre. De plus, le système français présentait des avantages. L'organisation française se base sur la notion de volontariat du donneur de sang, sur la notion de bénévolat et de non-profit du système. C'est-à-dire qu'elle fait appel à toutes les classes socio-culturelles et professionnelles du pays. Et donc à ce titre, elle ne fait pas appel, comme dans certains systèmes à but lucratif, à des donneurs qui ont besoin d'argent et qui donc offrent leur sang, non pas par dévouement envers leur prochain, mais par des intérêts financiers. Et donc à ce titre, statistiquement, il est évident que potentiellement, les dons de sang recueillis dans des systèmes à but non lucratif correspondent à des dons de sang potentiellement moins contaminés dans des systèmes commerciaux. On peut dire aujourd'hui, théoriquement, plus de risques pour les hémophiles depuis 85. C'est pas théoriquement, c'est la réalité. Depuis 1985, il n'y a donc plus en France d'hémophiles contaminés. Mais en Allemagne, l'industrie pharmaceutique doit faire face aux plaintes des hémophiles atteints auparavant par le virus. Ils réclament des centaines de millions de marks. Du coup, la firme Bayer, la plus visée, a perdu 4 points à la bourse de Francfort. Il y a 25 ans, les accords d'Évian, le 18 mars 62, le général de Gaulle en France et le président du GPRA sur les radios du bassin méditerranéen annonçaient l'accord qui mettait fin, officiellement du moins, à 7 ans et demi de guerre. La France reconnaissait la souveraineté de l'État algérien sur les 15 départements algériens et sur le Sahara. C'était aussi le signe du départ pour de très nombreux pieds noirs qui allaient, la mort dans l'âme, rejoindre la métropole. Le 18 mars 62, que nous rappelle
Pascal Guimier. Une main tendue. Face à face, représentants du gouvernement français et du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Mars 1962, Évian. Chaque matin, la délégation algérienne arrive en hélicoptère de la Suisse voisine. Objet des rencontres, l'avenir des 3 départements français d'Algérie. Le décor, l'hôtel du Parc, transformé en véritable forteresse. Climat très lourd. Le jour même où s'ouvrent les négociations, l'OAS, qui combat pour l'Algérie française, organise plus de 100 attentats à Alger. Après 11 jours de pourparlers, souvent difficiles, l'accord est enfin signé le 18 mars. Ordre est alors donné à l'armée française de cesser le combat. Les 2 parties s'engagent à interdire tout recours à la violence. Jusqu'au référendum d'autodétermination, la souveraineté française sera maintenue en Algérie. La marche vers l'indépendance devient alors irréversible. Ce sera chose faite en juillet. L'OAS, elle, n'a pas attendu. Elle se lance à corps perdu dans une guérilla urbaine, nuit bleue, exécution sommaire, durcissement des 2 côtés. Pour les Français d'Algérie, c'est surtout le temps de l'exode. Valise faite à la hâte pour plus de 700 000 pieds noirs, l'arrivée en métropole, le déracinement. Quant aux musulmans qui ont choisi la France, les harkis, c'est le déchirement, le drame. Des milliers d'entre eux auraient été exécutés après l'indépendance. 25 ans plus tard, la date du 19 mai elle-même entretient toujours la polémique. Pour les anciens combattants regroupés au sein de la FNACA, ce jour représente bien la fin de 7 ans de guerre. Pas du tout, rétorque l'association du recours, soutenue par le secrétaire d'État aux rapatriés. Le 19 mars n'est qu'un jour de deuil et de honte. La célébration de la fin du conflit doit bien avoir lieu, mais le 21 juin. 25 ans après Évian, les passions ne se sont toujours pas apaisées. Et puis 2 invités sur ce plateau, Rachid Bari et Enrico Macias. Enrico, vous aviez 23 ans en 62, Rachid, vous aviez 13 ans en 62. Vous étiez trop jeune pour vous affronter, et pourtant vous avez souffert de la guerre d'Algérie tous les deux. Pas d'autre façon que vous en reste-t-il aujourd'hui, 25 ans après? Ce qui m'en reste, c'est beaucoup d'amertume encore. C'est vrai que les blessures ne sont pas complètement refermées, mais quand je vois Rachid Bari tout près de moi là, je m'aperçois que d'abord je voudrais souligner son courage et sa gentillesse d'être venu en même temps que moi, parce que c'est la première fois depuis que je parle de l'Algérie, depuis 25 ans et depuis que je chante l'Algérie, qu'une voix de quelqu'un qui aurait pu être mon ennemi, pendant la guerre d'Algérie, va s'unir à la mienne pour la même finalité qui est la paix en fait et la réconciliation. Mais je voudrais dire, je pense aux victimes de l'Algérie, de toutes les familles, c'est-à-dire victimes les soldats français, les pieds noirs, les harkis, même les Algériens qui sont morts. Mais moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que on ne sait pas tirer les leçons de l'histoire. Et il a fallu les accords d'Évian pour mettre fin à une guerre que moi, j'appelle pas une guerre d'indépendance. Moi, j'appelle ça une guerre fratricide. Parce qu'on est tous nés sur la même terre, on était tous des frères. C'était pour moi une guerre civile. Enfin, on ne va pas rentrer dans un débat de politique, des choses comme ça. Face à face, vous êtes, je dirais, côte à côte ce soir. Côte à côte. On est côte à côte ce soir. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faut que des milliers de gens meurent pour qu'on se mette, que des représentants des peuples se mettent autour d'une table pour mettre fin à une guerre. Alors qu'on ne fait jamais la démarche contraire. Quand il y a un litige, quand il y a un problème, on ne se met pas avant qu'on prenne les armes, on ne se met pas autour d'une table. Juste avant les négociations, il faut attendre la fin de la guerre. Votre présence est là pour témoigner de l'inverse, justement, qu'on peut en discuter au moins après, peut-être pour éviter que ça se reproduise. Bien sûr, mais on ne tire pas les leçons. Regardez, par exemple, là, quand je vois pour la Nouvelle-Calédonie, il y a un désir de dialogue. Si les solutions politiques étaient entre les mains du peuple, ça serait 1000 fois plus facile que lorsqu'elles sont mise entre les mains de gens qui soi-disant sont des représentants. Rachid, vous aviez 13 ans à l'époque. Oui, j'avais 13 ans, je veux dire que j'étais gamin, je veux dire vraiment, mais en même temps j'ai pu voir l'arrivée des bérets verts, des bérets rouges. On habitait dans une petite maison, je veux dire, on était 11 gosses, les militaires arrivaient. Mais moi j'ai vécu la guerre différemment, c'est-à-dire que moi dans ma famille, j'ai 4 frères qui sont morts pendant la guerre d'Algérie, mais il n'y a jamais eu le côté raciste de mes parents vis-à-vis des Français ou quoi, parce que en Algérie, il y a eu, ça il faut le dire, il y a eu beaucoup de Français qui étaient du côté des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Et je veux dire, en plus autre chose, c'est que
cette guerre d'Algérie, au départ, elle a démarré comment? Elle a démarré surtout par des gens qui voulaient d'abord avoir les mêmes droits que les Français. Je veux dire, on revient à la même discussion du code de la nationalité. On va pas refaire toute la discussion politique. Moi, j'aimerais savoir quand même, là vous vous rencontrez sur ce plateau, vous dialoguez, c'est quand même la preuve, je pense, que vous avez dépassé, je dirais, ces moments. Vous vous connaissez, vous vous rencontrez, vous parlez. Absolument, en dehors de ce plateau, vous vous ressemblez souvent. Moi, quand je vois Rachid près de moi, je me demande si ça a existé, ce qui s'est passé. Quand on n'est pas là ni pour régler des comptes, ni faire de l'utopie démagogique, des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Moi, ce que je voudrais dire et ajouter, c'est que moi aussi, j'ai perdu des êtres chers. J'ai été meurtri dans ma chair. Mais quand je vois Rachid, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas. C'est plus fort que moi. On n'est pas responsable de ça. Ni lui, ni moi, ni... Non seulement ça, mais je crois qu'en plus, on a vécu quand même une période... Moi, j'ai des souvenirs. En fait, je garde que vraiment les très bons souvenirs, en fait. Quels souvenirs vous gardez, par exemple? Je veux dire, la kémia, les gens qui se voient, ma mère qui va discuter avec la voisine. Je veux dire, ce côté des gens qui se rencontrent souvent. Je pense que, en fait, quelque part... en France, avec Enrico, avec pas mal de pieds noirs. Vous vous rencontrez en France et vous arrivez de voir en dehors d'un dialogue de ce genre ce soir? Mais absolument. Vous chantez ensemble, rien ne nous sépare, rien ne nous sépare. Et moi, ce que je voudrais, c'est que je respectais bien sûr l'émotion des gens qui ont été meurtris, comme nous l'avons été, comme nous-mêmes. Et je voudrais aussi dire quelque chose de très important, c'est que rien ne nous sépare. Et en plus de ça, je combats la différence, c'est-à-dire le racisme, quoi. Justement. Ouais, moi ce que je voudrais dire surtout, c'est que avec Enrico on se voit pas souvent, mais je pense que s'il y avait un piano, une guitare et tout, on ferait automatiquement de suite de la musique ensemble. Et en plus, on a des amis communs qui ont monté une association qui s'appelle Coup de Soleil, en fait, pour réunir des gens originaires d'Algérie. Je crois qu'il faut dire également que vous avez chacun fait un disque, un qui s'appelle, dans votre cas, Enrico, Un berger vient de tomber, et c'était pour la paix, et puis vous nous sortez, c'est s'appelle Pour elle, c'est aussi pour la paix. Donc vous rejoignez à travers la musique, puis je rappelle quand même... Je voudrais le montrer. Voilà, l'hommage d'Enrico à Rachid Bari. Puis je rappelle quand même qu'Enrico est sans doute aujourd'hui le chanteur le plus populaire en Algérie, et que vous, Rachid, vous êtes le chanteur le plus populaire au Québec. Donc vraiment, c'est bien la preuve que ça élargit très largement le spectre. Oui, ce qui prouve que les gens du peuple sont tout le temps respectables et que finalement ils n'ont rien à voir avec toutes ces questions et que finalement c'est les responsabilités des autres qui sont mises en jeu. Et je voudrais dire autre chose aussi, c'est que je pense que ce qui a été loupé là-bas, j'aimerais qu'on puisse vraiment le réussir ici. Mais je pense qu'en fait nous sommes l'avenir, je veux dire, de l'apport qu'on peut ramener. Le message est clair. Moi je crois que la violence ne résout rien et qu'il n'y a que l'amour qui peut faire avancer les choses. Merci Enrico, merci Rachid, merci d'être venu. Il fallait du courage pour être là ce soir comme ça tous les deux. Je le répète, côte à côte et non pas face à face. Merci. La fin de ce journal, ce sera bien d'abord les résultats du quartet, pronostics du quartet, pardon. Demain, à l'hippodrome d'Evry, dans le prix Geoffroy de Valner, il y aura 15 partants. Et Pierrette vous suggère de jouer le 8, le 12, le 6, le 3, le 7, le 11, le 5 et le 14. Et puis une toute dernière information avant de parler météo avec Brigitte qui est dans son petit coin, pour vous dire qu'une dépêche m'apprend que les explosifs dont je vous parlais tout à l'heure, découverts dans la tour Maine-Montparnasse, avaient bien été mis en place par Max Frérot, donc l'artificier d'Action Directe. Pas d'autres précisions, mais nous y reviendrons plus longuement, bien sûr, dans le tout dernier journal avec Hervé Claude. Et puis maintenant, eh bien, la météo, c'est à vous, Brigitte. Du mauvais temps, puisque demain nous subirons le système GNPV. Grêle, neige, pluie, vent. Pas tout en même temps, heureusement. Alors regardons très vite l'image satellite. On voit qu'une perturbation est passée aujourd'hui sur notre pays, mais ce qu'il faut surveiller de très près maintenant, ce sont tous ces points blancs qui sont autant de nuages de cumulonimbus. Et voilà ce que cela va donner sur notre carte de demain. Une alternance extrêmement rapide d'éclaircies qui seront superbes partout, mais qui très vite laisseront place à des nuages. Ces nuages donnant des giboulées, de grêle, de neige sur le relief, de pluie un peu partout. Et attention au vent qui soufflera en tempête sur les côtes de la Manche et jusqu'à 60 km/h à l'intérieur du pays. Le Mistral se lèvera également sur la Méditerranée. Les températures sont en baisse, les maximales pour demain après-midi de 4 à 7 degrés sur la moitié nord et de 7 à 11 degrés, maximum 13 sur Nice, 13 sur la Corse et jusqu'à 14, un petit 14. Demain, ce sera le 19 mars, jeudi. Le soleil se lèvera à 6h58, se couchera à 19h, 5 minutes de soleil en plus et ce sera la Saint-Joseph.
Voilà, et puis une information qui se précise encore sur l'affaire des explosifs découverts tout à l'heure près de la tour, dans la tour Maine-Montparnasse. Je vous disais que c'était très probablement, que c'était en tout cas Max Frérot qui avait déposé ces explosifs. D'autres précisions, l'artificier donc d'Action Directe avait l'intention, indique-t-on donc de sources policières, de revenir placer un détonateur pour faire sauter les bureaux de la société et qui exploite le nickel de Nouvelle-Calédonie pour protester contre la politique du gouvernement français dans ce territoire. On en parlait tout à l'heure. Max Frérot apparemment n'a pas pu revenir dans les bureaux qui étaient très contrôlés. Et donc il n'a pas pu mettre l'explosif, faire sauter l'explosif. Voilà, pas d'autres précisions, je vous dis, on y reviendra plus longuement tout à l'heure dans le tout dernier journal. Voilà, ce sera donc avec Hervé Claude aux environs de 23h20 et puis demain, Télématin, premier rendez-vous, c'est à 6h45, 3 rendez-vous d'information, 7h, 7h30, 8h, bonsoir, à demain, 20h, précise.